Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous présenter aujourd'hui les 6 rookies qui, selon nous, seront à suivre particulièrement la saison prochaine. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'être accompagné par Manu du site Envergure, la référence du scouting en France. Bonjour Manu. Salut. Alors Manu, on était censé être 3 aujourd'hui. Il y avait moi, il y avait toi et il y avait un de tes camarades, Thomas, et malheureusement un problème technique nous empêche de parler avec Thomas. C'est ça, c'est la touche Envergure. Pourquoi chez Envergure, vous avez souvent des problèmes techniques? Ah oui. Et donc, toi et moi, on ne va pas parler dans ce podcast, je tiens à commencer par le préciser immédiatement, on ne parlera pas de Victor Wembanyama. Pourquoi ? Parce que Victor Wembanyama monopolise depuis des mois l'attention médiatique dans tous les sites de basket, beaucoup de podcasts basket. Je tiens à signaler d'ailleurs que chez vous, Envergure, Manu, vous avez fait un podcast régulier pendant toute l'année qui s'est passée là, où vous avez analysé et décortiqué le jeu de Victor, c'est ça ? Ouais, c'est ça, on a fait une mensuelle sur lui, donc on a fait plusieurs caractéristiques de son jeu, de son corps, tout en associant une deuxième partie avec un invité, soit international comme Raphaël Berlot, américain qui l'a suivi en France un petit peu. Du coup, c'était l'avis de quelqu'un d'autre en fait, Ouais. autre que français qui nous intéressait. On a eu des coachs aussi qui ont parlé de lui, un adversaire avec j'ai oublié son nom, qui joue à Strasbourg via Romain Leroy, qui était assistant là-bas. Donc voilà, on a réussi à avoir des invités qui pouvaient parler de lui outre que nous et de l'aspect basique en fait, ce qui a apporté un vrai plus. Vous avez fait combien de numéros à peu près ? T'as ça en tête ou pas ? T'en as une idée ? Sur Victor, on était quasiment à un par mois. On a commencé en novembre. Novembre. Donc, on doit être à 6, 7 peut-être. Ouais, quand même, ouais. Donc, il y a largement de quoi faire pour tous ceux qui aimeraient avoir une analyse très complète du jeu de Victor Wembanyama avant son arrivée en NBA, avant ses premières minutes en NBA. Je vous invite à écouter le podcast d'Envergure. Voilà, c'est ce qui se fait de mieux en France en termes de scouting, donc allez-y les yeux fermés. Je tiens à signaler, chers auditeurs, que moi-même, je vais parler de Victor Wembanyama le 6 octobre prochain, si tout va bien. Voilà, si j'ai pas de galère technique, encore une fois. Je vais inviter, logiquement, dans le podcast, le réalisateur Marc Sauvourel, qui a réalisé le documentaire Wembanyama Unique, qui sera diffusé sur Canal+ le 8 octobre. Et logiquement, il va pouvoir passer dans le podcast pour me parler un petit peu de toute cette année qu'il a passé avec Victor. Il a passé du temps avec sa famille, avec ses coachs, avec plein de monde qui gravite autour de Victor. Et il va nous parler un petit peu de cette année exceptionnelle qui nous a conduit jusqu'à la draft de Victor, premier pick de draft en juin 2023. Premier Français à être choisi premier de la draft, donc on aura ça. Manu, si tu le veux bien, on va commencer par évoquer les choix de Thomas. Thomas, on lui avait demandé, comme toi et moi, on a tous les trois sélectionné 2 joueurs. Et donc, on va commencer rapidement par présenter ceux de Thomas, même si on aurait préféré que ce soit Thomas qui nous en parle. Mais on va quand même commencer par Jarace Walker, ailier fort, 20 ans, 8e choix qui a été échangé aux Pacers. D'ailleurs, il a été dans l'échange avec Koulibaly, qui lui est aux Wizards. Jarace Parker, on est sur un ailier, donc un ailier fort, plutôt stock, hein, il est plutôt réputé pour sa corpulence musclée. C'est un ailier fort, il peut même faire small ball 5 si dans une bonne configuration, je pense. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Jarace Walker qui évoluait, je crois, à Houston en NCAA? Ouais, donc lui, c'est un joueur qu'on connaît un peu vraiment depuis un certain temps, qu'on a suivi notamment à IMG pendant le lycée, une prep school. On a su, donc ça fait 2-3 ans qu'on le suit attentivement et on a pu voir son évolution qui est super intéressante
Déjà au lycée, on voyait qu'il avait quelque chose en plus. Et à Houston, ça s'est vraiment démarqué. On a vu un joueur capable de défendre sur quasiment toutes les positions. Donc c'est super intéressant. Un joueur qui a un impact en fait directement des deux côtés du terrain. Et ça a été un freshman à Houston où le coach Samson avait pas trop l'habitude de faire jouer des joueurs si jeunes et le faire entrer dans le 5 directement. Lui, ça lui arrivait tout de suite. Donc Ouais. il a montré un impact en attaque via sa capacité à marquer près du cercle, à s'écarter un peu. On l'a vu de plus en plus s'écarter, notamment dans les corners, où il a pris quelques tirs. C'est l'une des bases de progression sur laquelle il doit continuer à travailler. Et aussi un playmaking vraiment intéressant pour un joueur pas de sa taille, mais pour son poste de jeu, on va dire. Parce qu'il fait Ouais. 2,3 m, donc finalement, c'est une taille d'aujourd'hui d'arrière, voire de meneur. Mais lui joue poste 4 voire 5 sur certaines séquences comme tu l'as dit, et on voit ce que nous on appelle un joueur connecteur, facilitateur, qui va savoir trouver la bonne passe au bon moment sur le bon joueur, qui va faire que l'attaque se fluidifie Ouais. et arrive à son terme. Défensivement, apparemment, il affiche également un profil très intéressant, à savoir qu'il est capable. Il est assez fort physiquement pour résister aux mecs qui sont massifs, et en même temps, il a le mouvement latéral pour rester devant son joueur sur le périmètre. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ses qualités défensives et le fait qu'il soit adaptable, capable de défendre et à l'intérieur et à l'extérieur? Ouais, c'est ça qui est fort avec lui, c'est que il peut défendre sur certains gardes comme sur certains pivots. Donc moi je pense que sa base aujourd'hui en NBA, ça va être de défendre certains 2, 3, 4, voire peut-être aujourd'hui, selon le poste de jeu, défendre vraiment sur des joueurs un peu plus massifs, pas forcément mobiles, mais justement il aura cette capacité à bien les cadrer via sa latéralité et à être plus rapide qu'eux aussi, de par son physique, parce même s'il est massif, c'est un joueur qui est fluide. Ouais, il a pas de problème dans son corps au Ouais. quotidien, il saute, voilà. Donc ça, c'est super intéressant pour lui, et je pense qu'à terme, en fait, il va pouvoir, en se développant naturellement, en fait, s'occuper de certains ailiers, voire d'arrière et de meneur. En fait, ça va être un joueur qui va être capable de switcher sans souci, qui sera pas ciblé sur des switches comme on a pu le voir très très bien là sur la Coupe du Monde avec Austin Reeves par exemple, qui a été Ouais, tout à fait. les matchs ont été importants. Tout de suite, il a été ciblé défensivement sur les twitches. Là, c'est un joueur qui va pouvoir garder le défendre sur des twitches. Il va très très peu avoir d'impact négatif sur son équipe. Ouais, j'ai vu également que beaucoup de scouting draft pointaient du doigt le fait qu'il avait les bons instincts. Et moi, c'est une qualité qui est importante à mes yeux. Et j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure sur d'autres joueurs dont on va parler. Mais beaucoup disent et c'est ce que j'ai vu également sur la Summer League. On voit que c'est un joueur qui comprend bien ce qui se passe sur le terrain. Ça paraît bête de dire ça, mais il y a des joueurs, on les sent perdus trop souvent. Et lui, on voit que ça se connecte en haut. Ouais, c'est ça. Bah après, tu vois, ça, tu pointes quelque chose qui s'apprend pas en fait. Tout à fait. C'est très difficile de faire rentrer à quelqu'un voilà, là il a la balle longue, ici il va la passer là-bas. Du coup, le mec va dire bon, ok, il va suivre le truc. Sauf que lui, c'est une caste de joueurs qui va savoir qu'il aura 1 ou 2 temps d'avance. Et du coup, il va savoir où switcher, savoir où passer, savoir où se placer, s'il doit monter, s'il doit faire du drop, si voilà, c'est quelque chose ça, qui est inné chez un joueur, et c'est une caractéristique qui est un point positif fois 100 quoi. Ouais. Comment tu le vois pour terminer sur Walker? Comment tu le vois s'intégrer dans cet effectif des Pacers? Tu penses qu'il va avoir des minutes? Tu penses qu'il va réussir à arracher des minutes ou pas? Je sais pas s'il a quand même pas mal de concurrence, notamment Isaiah Jackson qui a un peu le même Ouais. profil que lui. Il y a des différences, mais voilà, Isaiah Jackson est aussi un
un poste 4 voire 5 qui va être capable de défendre sur un peu tout le monde, de s'écarter, il le fait pas encore. Ce qui peut peut-être le faire gagner des minutes à Walker, ça va être ça. Mais je pense qu'il il sortira du banc, c'est sûr. Ça va être du second unit. Après, faut voir. Ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'il peut jouer facilement avec Miles Turner. C'est qu'il peut jouer sur certaines séquences avec Isaiah Jackson. Parce que Isaiah Jackson est plus porté sur la protection de cercle. Ce que n'est pas forcément encore Walker. Donc ça peut être intéressant. Après, je te cache pas que je connais pas le roster de non, bien sûr, ouais. Puis Rick Carlisle, pour le coup, peut être des fois un peu timide. Ça va être intéressant de voir les Pacers. Ça va permettre de sonder un petit peu où ils en sont dans leurs ambitions. Ouais, bah après, c'est une équipe qui a quand même des comment dire, pas... Ils ont envie de quelque chose quand même. Donc je pense qu'ils très vite ils vont vouloir atteindre le play-in, voire les playoffs. Donc le truc intéressant, c'est de savoir si est-ce que cette année ils vont se dire est-ce que c'est cette année qu'on veut atteindre le maximum, enfin tout de suite voilà, c'est titiller un peu le play-in. Soit ils se disent on attend encore un an et du coup on peut se permettre de lancer des joueurs et de les faire des erreurs, ce qui peut être bénéfique pour des rookies. Mais faut voir. Après, Rick Carlisle n'est peut-être pas forcément c'est un coach formidable, peut-être sans doute l'un des meilleurs de NBA, mais au niveau des jeunes, c'est peut-être pas celui qui va le lancer comme ça, quoi. Donc à voir, mais ça va être très intéressant. En plus, les Pacers, c'est une équipe assez excitante sur le papier, donc je pense qu'il y a moyen qu'ils s'éclatent. On verra ça. Le deuxième joueur de Thomas, c'était Brandon Miller. Brandon Miller, ailier, deuxième choix de la draft, devant Scoot Anderson, ce qui était plutôt une surprise. Et en même temps, quand on voit le fit, je pense que Charlotte a fait vraiment un choix pour coller à la Melo Ball. Tu me diras ce que t'en penses. Mais essayer de trouver un partenaire de jeu à la Melo Ball et éviter de se doublonner sur le poste de meneur. Donc, il va évoluer chez les Hornets. C'est un joueur, quand tu regardes sur le papier, il a tout pour plaire. Il a une sacrée envergure, il a la taille, il faut qu'il se muscle un petit peu, mais ça, c'est pas trop un problème on voit qu'il a le physique idéal pour évoluer en NBA. Il a un shoot, c'est un scoreur absolument magnifique. Qu'est-ce qu'il reste à dire sur Brandon Miller et est-ce que tu penses que t'as un doute sur le fait qu'il puisse s'épanouir en NBA ou pas? S'épanouir, je pense pas. Parce que comme tu l'as dit, c'est un joueur du basket d'aujourd'hui, en fait. Ouais. C'est quelqu'un, c'est un vrai two-way player qui peut avoir un impact aussi bien défensif que offensif. Du coup, aujourd'hui, c'est quand même assez rare d'avoir les deux comme ça, même si c'est moi ce que j'appelle un vieux freshman un vieux rookie parce qu'il a déjà quasiment 21 ans. Ouais. Donc il y a des joueurs, par exemple, normalement à 21 ans, tu as 2 ou 3e saison NBA. Lui, il arrive pour sa toute première. Donc c'est vrai, ouais. Là, je peux être un petit frein sur sa progression, sur le fait que il aura peut-être atteint son maximum dans 2 ans, finalement. Alors qu'il sera encore dans son premier contrat. Mais je pense que déjà, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, mais le fit est bien avec la Melo, on va pas se le cacher. C'est qu'ils vont pouvoir jouer tous les deux ensemble. Miller pourra poser des écrans, faire du pop. Voilà, ça peut être super intéressant. Après, faut qu'il se développe. C'est un joueur qu'il va falloir développer. Donc, est-ce que le marasme Hornets est bien pour se développer? Je sais pas. Ouais. Changement de propriétaire, des joueurs qui sont quasiment tous ont été en garde à vue dans ces 8 derniers mois. Et puis une saison qui avait aucun sens l'année dernière. La Mélo commençait à balancer des ogives n'importe comment, de n'importe où sur le terrain. Ça sentait vraiment, c'était la grande foire en fait cette équipe l'an dernier, quoi. Enfin, c'est ça. C'était vraiment bizarre, quoi. Et j'ai vraiment des grosses questions sur
Sur la Melo Ball, j'ai vraiment hâte de voir la saison qui va nous sortir. Et la présence de Brandon Miller, pour moi, est déterminante parce que, quelque part, c'est un jeune qui va pouvoir... Parce que la Melo Ball, il est pas beaucoup plus vieux que lui. Hein. Je crois Non, c'est vrai. il a quoi? Il a 22 ans, la Melo? Quelque chose C'est comme ça? possible. Bah, c'était pas, c'est ça combien On de va temps? regarder ça, mais je crois qu'il est tout jeune. Et en Il fait, a j'ai hâte 22 de ans. voir, maintenant que potentiellement ils vont former un peu entre guillemets, le duo de l'avenir des Hornets, je suis vraiment intéressé de voir si Lamelo va essayer d'être un peu plus discipliné dans ses choix, un peu plus discipliné sur le terrain, va revenir à ce qui a permis de faire de lui un joueur où clairement Charlotte voit Lamelo comme leur franchise player, comme le joueur autour duquel il faut construire. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Ouais, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Moi, je vais plus me baser sur Brandon Miller, voir un peu l'évolution qu'il va avoir. Est-ce qu'il va s'entendre avec la Melo Ball, un joueur qui a énormément besoin du ballon. Ouais. Avec un joueur comme Brandon Miller qui lui aussi va en avoir besoin parce que sa force principale c'est le tir. Et c'est la création en sortie de shoot, en sortie de dribble ou catch and shoot, il sait faire aussi. Il est globalement sur du catch and shoot. Ouais, La d'accord. saison Alabama, c'était globalement du catch and shoot. La création est présente aussi. Moi, je l'ai trouvé un peu plus en retrait là-dessus, sur sa saison. Où moi, les matchs que j'ai vus, c'est beaucoup de catch and shoot, sur du end-up, sur du sortie d'écran. Tu vois, c'est des paniers comme ça de loin qui sont venus comme ça. D'accord. La création en elle-même, avec la création d'espace, la prise de vitesse, s'arrêter en pleine vitesse pour pull-up, ça, moi, je l'ai pas encore trop vu sur les matchs que j'ai observés. Donc, ça va être super important. Je pense qu'il sait le faire et qu'il va, voilà, je m'inquiète pas trop sur lui s'il est bien cadré, encadré et que lui a envie de travailler. Je pense que ça va venir. L'intéressant, c'est qu'il est aussi polyvalent. Donc, ça va être super intéressant de voir ça. Moi, son point faible pour moi, c'est sa capacité à attaquer et à finir au cercle. Ça a D'accord. été vraiment ça pour moi, son gros manque. Et je pense que le spacing NBA peut l'aider là-dessus. Du coup, où c'est quand même Hmm. beaucoup plus écarté par rapport à la NCA, où c'est très compliqué des fois d'aller dans la peinture. C'est la grosse bataille. Donc ça va être, franchement, c'est un joueur qui va être super intéressant à suivre parce qu'il y a beaucoup de points où il va falloir très vite qu'il montre qu'il a progressé. Ouais. On verra ça. Toi, tu as choisi, Manu, on va aborder tes joueurs à toi désormais. J'aimerais commencer par Bilal Koulibaly. Tu nous as choisi le coéquipier pour le coup de Victor Wembanyama au Mets. Arrière ailier, 19 ans. C'est les Wizards qui ont mis la main dessus avec le 7e choix. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu cet échange entre les Pacers et les Wizards. Koulibaly a montré des choses hyper intéressantes, je trouve, en Summer League. Et à la fois, il a aussi montré qu'il y avait des choses à bosser, notamment son dribble. Il n'est pas toujours très à l'aise sur son dribble. On voit il se faisait parfois piquer la balle par des défenseurs qui étaient un peu tenaces. On a remarqué également sur certains schémas défensifs des équipes adverses une tendance à le laisser shooter pour voir s'il osait et s'il mettait ses tirs de loin. Ce qui permettait notamment à la défense adverse de créer un système d'aide défensive en ignorant un petit peu Koulibaly, et j'ai l'impression que c'est potentiellement quelque chose qu'il va voir en NBA. Il est très bon par contre dans la défense sur le ballon, un peu moins attentif quand il défend sur un joueur qui va qui va partir en backdoor, qui va partir en cut. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Bilal, sachant que c'est quand même un joueur qui a débuté la saison à un point où on est limite, il n'était pas sur nos radars du tout, et il termine 7e choix de la draft. Je veux dire, sa progression en une année reste absolument vertigineuse en vérité. Ouais, c'est quelque chose d'inédit et qu'on verra C'est fou. sûrement plus trop dans les années qui viennent, c'est certain. Mais alors, c'est un mirage ou pas, Koulibaly? Comment il faut qu'on suive sa saison à Bilal?
Un mirage, non, parce que c'est un joueur qui est, je le disais sur le plateau d'RMC quand j'étais pour la draft, c'est un joueur qui est connu et sur les radars depuis quasiment fin de, ouais, 2 ans, fin 2021, début 2022. D'accord. Où les, voilà, les joueurs, les scouts ont commencé à le cocher son nom, à le surligner. Et en fait, Wembanyama a été un peu un prétexte pour venir à Paris, honnêtement. Mmh. Parce que moi, j'ai eu la chance d'assister à plusieurs matchs des Mets durant la saison, et notamment au début et un peu au milieu. Et j'ai vu des équipes qui savaient très très bien qu'elles n'auraient pas le premier choix, voir le top 5, donc pas Victor, venir à Marcel Cerdan. Je les ai croisés. Tu dis une fois, bon ok, ils se disent peut-être, why not, tu vois, on va venir au cas où. Mmh. Mais bon, quand tu les vois 2-3 fois, qu'ils sont présents à tous les matchs, là tu commences à tilter, qu'ils vont voir un autre joueur. Hein, Ouais. pas se mentir. Donc après, sa cote a vraiment monté à l'été 2022 avec ses performances en U18 avec l'équipe de France, puis D'accord. son match avec une sélection face à Seria Canyon, l'équipe lycéenne de James Junior, où là sa cote a bondi aux États-Unis parce qu'il avait éteint offensivement le fiston James. Et là Ouais. c'était parti. Là c'était D'accord. parti. Et je t'ai dit, après, au fil de la saison, bah, les gens sont venus. Il avait déjà le projet était assez clair avec les Mets dès le début. C'était de le faire s'entraîner avec les pros dès le début et qu'il entre en fait petit à petit dans la rotation pro. C'est venu un peu plus tard que prévu dans D'accord. la saison, mais c'est venu. Et on a vu très très vite que Vincent Collet lui faisait confiance et il a terminé dans le 5 majeur en finale contre Monaco. Donc après ces performances en Betclic, on fait le reste. On finit de convaincre les gens. Ouais, tu parles de la finale du championnat de France avec, contre Monaco, où Bilal était là alors qu'il n'avait pas commencé l'année dans le 5 majeur, quoi. Ouais, alors C'est qu'il commence en pour espoir. un joueur de 18 ans, c'est quand même un Ouais, c'est sacré. fou. Et oui, il commence la saison en espoir devant 4 personnes et il finit à Roland-Garros face à Non, Monaco. mais c'est Donc, fou. Ouais, ouais, c'est ouais, complètement. la Moi, je progression est trouve son assez. histoire complètement dingue. Alors, comme je dis toujours à mes auditeurs, moi, je regarde la NBA. J'ai pas trop le temps de regarder les autres trucs à côté. Parce que la NBA, c'est hyper chronophage et si tu fais ça sérieusement, ça te prend tout ton temps, très sincèrement. Mais ce qui me fait halluciner avec Koulibaly, c'est qu'il coche toutes les cases, tu sais, des scouts draft, tu vois, et, très excellente capacité athlétique. Tu sens il a un très bon feeling sur le terrain. Il sent bien le jeu, il sent bien ce qu'il faut faire. Défensivement, t'as l'impression que le gars, ça peut être vraiment un as défensif avec son envergure, avec ses déplacements latéraux, où tu vois pareil, des fois il a des lectures défensives qui sont vraiment impressionnantes, quoi. Ouais, pour moi, sa défense, c'est son gros point fort. C'est, ça a été l'une des choses que j'ai vues en premier, c'est cette capacité à défendre sur l'homme très très bien et à pouvoir switcher en espoir, il pouvait quasiment défendre sur tout le monde. Et en pro sur les postes arrière, voire certains ailiers. Mmh. Donc quand tu as 18 ans, c'est quand même assez impressionnant. Surtout qu'il est monté assez fin quand même. Il est pas physiquement, il est pas impressionnant. Non, Il mais est il a bien. l'air solide. Ouais, mais voilà, il est bien bâti en fait. Il a pas beaucoup C'est ça, ouais. de faiblesses dans le corps. Il va falloir qu'il travaille. Il a les épaules pour ajouter de la masse. Il va falloir prendre de la puissance et un peu peut-être de masse aussi dans le bas du corps pour justement tenir des joueurs un peu plus forts physiquement. Mais non, il a tout du joueur moderne en fait. Sa plus grosse interrogation, ça va être le jeu offensif. Déjà, quel poste tu lui donnes, quel rôle tu Ouais. lui donnes,
Et ça va le conditionner sur sa progression, parce que si tu lui donnes le ballon, on va voir très vite une progression dans la gestion, dans la passe, dans la vision, où il est déjà très très bon. Mais si tu le décales en plus en 2-3, là, il va devoir s'améliorer tout de suite au tir. Et c'est l'un de ses points faibles, le tir, comme tu l'as rappelé au début dans la présentation. Voilà, c'est pas encore un joueur qui a trop confiance dans son tir. C'est beaucoup du catch and shoot dans le corner. En espoir, c'était souvent ça. Donc ça va être sa pote de progression, ça va être vraiment le tir, sa création de tir, comment il va arriver à gérer ça. Après, il est aussi, si tu le mets en 2-3, il est aussi très intéressant dans la coupe vers le panier. Donc voilà, ça va être des choses. Est-ce qu'il va alterner avec, voilà, on sait que Wizards, il y a Jordan Poole qui a beaucoup de ballons. Il va être en concurrence avec Deni Avdija qui lui aussi a tendance à beaucoup aimer le ballon. Donc ça va être intéressant de voir. Mais comme tu l'as raconté, il est bien dans sa tête. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir sur un entraînement. Tu vois qu'il est à l'écoute, une éponge. Donc, je n'ai pas d'inquiétude. Sur le papier, il faut juste que les Wizards lui trouvent le bon rôle. En fait, c'est juste ça. Exactement. Je pense que Wes Unseld Jr., le coach, et le coaching staff des Wizards, parce que c'est pas que le coach principal, c'est aussi une organisation. On voit bien dans NBA, il y a des franchises qui savent développer les talents et d'autres qui sont moins, qui sont moins, alors je sais pas, moins talentueuses, moins concernées, moins, je sais pas, c'est moins bien organisé. J'ai du mal à comprendre les subtilités qui font que certaines franchises sont exceptionnelles pour développer leurs talents et d'autres pas du tout. Les Wizards, je sais pas, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Ils ont réussi à développer certains joueurs, d'autres non. J'ai hâte de voir comment il va être utilisé. J'ai hâte de voir avec quel joueur on va le mettre sur le terrain et comment tout ça va se dérouler et quelle chance il va avoir concrètement sur le terrain en termes de minutes. Et ça, on pourra en parler pour d'autres joueurs aussi, mais tu vois, en Summer League, les matchs de Summer League que j'ai vus avec Bilal Koulibaly, c'est cool parce que il joue plusieurs minutes, il a des vraies responsabilités, tout ça. Très concrètement, quand tu arrives en NBA, t'as pas autant de tickets shoot, t'as pas autant de fois la balle dans les mains, et au début, t'es plutôt un role player, à moins que tu sois vraiment un joueur qui a été choisi par une franchise pour avoir un rôle déterminant, où on va te laisser potentiellement faire tes erreurs et voilà. Mais Koulibaly, j'ai pas l'impression que ça soit ça. Ça va être plutôt un role player au début. Donc j'ai vraiment hâte de voir dans quel contexte il va être utilisé par son coach. Après, c'est un joueur qui est sur les radars des Wizards depuis assez tôt. Ouais. Des échos comme quoi dès avril-mai, il savait déjà que voilà, potentiellement, s'il était libre dans le top 10, il pourrait y aller quoi. Donc je pense qu'ils ont vraiment confiance en lui et qu'ils vont le développer, qu'ils vont tout faire pour le développer en tout cas, qu'il aura des vraies minutes, je pense, sur la saison. Là-dessus, j'ai pas trop d'inquiétude en fait. Pour terminer sur Bilal, est-ce que c'est une surprise qu'il soit qu'il ait été pris dans cette position à la draft ou pas? T'as été surpris ou pas de le voir partir en 7e position? Moi, je trouve ça assez haut, ouais, honnêtement. Ouais. Après, Moi, j'ai l'impression que personne s'attendait à ça quand même. non, mais en fait, tu vois, dans le milieu, entre guillemets, si je peux utiliser cette expression, Ouais. les gens ne sont pas surpris parce qu'il était attendu top 10 assez vite et très vite. Il y a eu des bruits qui disaient voilà, que certaines équipes dans ce range-là étaient très intéressées par lui. Donc, surpris, oui et non. En fait, je suis plus surpris de sa saison et de sa montée folle sur la saison que sur sa position de draft en fait. Parce que nous, Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un joueur qu'on attendait plus pour la draft de cette année finalement. Et Ouais, je je pense comprends tout que à fait. lui était plutôt conditionné comme ça aussi.
Et en fait, ça allait tellement vite que le gars a changé de mindset et s'est dit non, non, en fait, c'est cette année, quoi. Ouais, c'est ça. Et boum. Beaucoup projetaient à la base qu'il allait faire la draft 2024 et pas du tout celle de 2023, en Ouais, fait. nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on le voyait quand on C'est l'a vu ça. au tout début, quoi. Et en fait, bah voilà, je sais pas trop comment on peut appeler ce joueur-là. Est-ce que c'est un sleeper? Est-ce que c'est un Ouais. boomer? Je sais pas trop parce que il est aucun des deux parce que Ouais. finalement, c'est en 2004, donc il est dans l'année de sa draft, sa première année de draft, tu vois. Donc, finalement, il n'y a pas de surprise qu'il soit là, mais ouais, saison assez folle. Et comme c'est un petit chouchou, j'ai vraiment hâte Ouais. de Je le suis voir d'accord. sur le terrain. Rien que pour lui, on va regarder des matchs des Wizards. Et pour Jordan Poole aussi. Ouais. On va parler d'un autre joueur que tu as choisi, Cam Whitmore, ailier, 19 ans, pris par les Rockets en 20e position. Et c'est un joueur très étonnant parce que il était projeté beaucoup plus haut. Chez vous, il était 4e, il me semble, sur votre big board. Et finalement, il a dégringolé en 20e position. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi Cam Whitmore est descendu comme ça à la draft? Alors, est-ce que je peux? Ça dépend si ton audience est importante ou pas. Non, non, nous, au début, on a été très surpris aussi. Parce que voilà, ça fait un an qu'on se dit, bah, ce gars-là, il est top 5, quoi. Ouais. Il a tout pour être top 5. Il a éclaté tout le monde sur l'été en AAU. Il a éclaté tout le monde sur le tournoi des Amériques U18. Tu te dis, bah, le gars a tout ce qu'il faut, en fait, pour être top 5. Il a le potentiel, il a le niveau. Je dis, ok. Et en fait, au fur et à mesure, bah, déjà, il commence sa saison blessé, donc il rate les premiers matchs, blessure Il au s'est pouce. blessé à la main, au pouce, un Au truc comme pouce, ça, ouais. c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc tu dis, bon, bah, t'as pas de chance. Ouais, ouais. Et du coup, il revient, il s'intègre plus ou moins bien avec dans le roster et le jeu de Villanova, ce qui est assez compliqué parce que Villanova, c'est comme une université, un programme très cadré. Et mais il revient de temps en temps, voilà, tu sens qu'il fait des perfs, qu'il en a encore sous le pied. Et arrivé à la draft, en fait, bah, le gars fait pas parler de lui, descend de plus en plus dans les mocks, pas forcément d'infos. Et en fait, nous, on a appris après la draft que en fait, c'était plus au niveau, c'était une personne assez introvertie et que finalement, les interviews pré-draft n'ont pas rassuré les équipes D'accord. Mais et à que, propos de quoi il a raconté quoi? tu sais, les Américains, Ouais, d'accord. des joueurs montent et descendent parce qu'ils savent bien répondre à des questions. Donc, c'est leur truc à eux. Ok. Après, il y a eu un petit peu des inquiétudes au niveau de blessures, au niveau des genoux. Puis là, cet été, on a appris, en rencontrant les gens NBA, les scouts européens, que finalement, c'était plus comportemental. Donc, c'était D'accord. un garçon qui était assez difficile à gérer. Donc, ça, voilà, D'accord. Donc c'est un ouais, petit bah peu le fait descendre, en fait. c'est pour les Rockets, c'est pas c'est pas une bonne chose. On va dire que les joueurs un peu caractériels, Ouais, comment je pourrais dire, ouais, ils ont c'est leur un dose. mid-risk high reward, quoi, tu vois, Ouais. bon, il est tombé en 20, bah, franchement, il attendait à être beaucoup plus haut, s'il réussit, c'est tout bénef pour eux, quoi. Et s'il Oui, pète, ça se tente. C'est-à-dire que bah, là, il y a voilà. pratiquement aucun risque en fait. Ouais, voilà. En gros, enfin, surtout quand t'es à Houston, quoi. Ils en ont Bien encore sûr. pour 5 ans de reconstruction, donc, tu te dis, ils ont pas forcément, ouais, s'il réussit pas, c'est pas grave, il sera transféré ailleurs, et ça se trouve, il explosera ailleurs parce que, voilà, le cadre est différent, le contexte est différent, il se sera mis du plomb dans la tête. Franchement, ça peut, mais en termes de jeu, franchement, moi, je vois pas comment ça peut pas fonctionner, quoi. Ouais, il arrive dans une équipe où potentiellement il y a des minutes qui se sont libérées parce que Kevin Porter Jr. A commis un acte absolument regrettable, condamnable juste avant le début de saison et manifestement il va pas du tout débuter la saison ni avec les Rockets ni avec personne d'ailleurs. J'ai l'impression que son avenir en NBA est assez compromis. Donc Cam Whitmore, potentiellement il y a des minutes pour lui qui se libèrent à Houston. Ça dépend aussi de la bonne volonté d'Ime Udoka
qui débarque chez les Rockets, qui a à sa disposition quelques vétérans, aura à sa disposition Cam Whitmore, et je pense que si le gars prouve pendant les entraînements, pendant le training camp, que il est capable de grappiller 10-12 minutes par-ci par-là dans les matchs, peut-être moyen qu'il se fasse une place dans la rotation. Je pense, franchement, je vois pas comment il peut pas jouer. Ouais. C'est tellement le mot marasme n'est pas le bon, mais tu sais pas trop dans quelle direction ils vont, les Houston, les Rockets. Donc finalement, ils vont, je pense, c'est sûr que là, cadrer ça, mais il faut déjà qu'ils trouvent un rôle à l'équipe. Tout à fait, complètement. On a vu l'année dernière Jabari Smith qui était totalement utilisé à l'envers. Alors Jabari Smith, je sais pas si tu as cette impression-là, mais quand tu vois quand tu vois la Summer League, j'ai l'impression que Jabari Smith, il va être. Je sens la saison mission de Jabari Smith qui va. S'il est utilisé convenablement, je pense que ça peut vraiment exploser du côté de Jabari Smith. Bon, ça peut totalement. Il a été très très mal utilisé la saison dernière, pas du tout dans ses qualités. Donc, tu vois en Summer League où il est quand même beaucoup plus libéré et normal, il y a certaines équipes, pas toutes, essayent de se servir de la Summer League justement pour déjà mettre des choses en place. Donc, donc voilà, ça c'est intéressant de voir comment lui va être géré, mais du coup comment ils vont gérer aussi Cam Whitmore, comment ils vont intégrer un autre rookie qui a du coup pas forcément d'expérience, comment ils vont l'intégrer à ça. C'est un joueur qui a quand même qui aime beaucoup le ballon. Est-ce qu'il va s'entendre avec c'est lequel, avec l'autre jumeau Thompson, je sais plus le prénom, je sais plus lequel était. Ouais, je sais plus non plus. Est-ce qu'il va s'intégrer avec Jalen Green? Voilà, c'est quand même c'est des joueurs qui se ressemblent en fait qui sont assez proches. C'est des athlètes incroyables qui ont des difficultés au tir, qui ont une défense plus ou moins sérieuse. En fait, ils se ressemblent. Donc, ça va être intéressant de voir comment il va être géré. Est-ce que du coup, je pense qu'il y en aura un titulaire avec Thompson et Whitmore sortira du banc. J'imagine que ce sera ça. C'est Amen Thompson, je crois, qui est aux Rockets. Et son frère jumeau Ozar, il est à Détroit, je crois. Je pense pas qu'il pourra utiliser les trois en même temps sur le terrain. Je pense que c'est pas possible. Non, mais c'est ça. En fait, t'as raison. En fait, à Houston, il y a des travaux de déblayage énormes qui attendent Ime Udoka pour construire un effectif. Et je sais pas comment Van Vliet va opérer là-dedans aussi. Enfin, il y a un mix entre jeunes et vétérans qui est à la fois étrange et intriguant, je trouve. C'est ça. Donc, c'est un peu un laboratoire. Donc, on va voir comment ça va fonctionner. Ça va pas être simple, je pense, parce que ça a l'air d'être. Enfin, quand tu dis, c'est des trois joueurs qui se ressemblent, donc je pense qu'ils ont tous un caractère assez bien trempé. Ils sont en mission. Ces mecs-là, ils veulent réussir. Donc, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de suivre ça en fait, de voir comment la progression va se faire. Ouais, tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que Udoka, étant donné qu'il débarque, faut prendre ça en considération. Je pense que Cam Whitmore a vraiment une place à se faire et des points à gagner pendant le training camp. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va sortir cette équipe sur le terrain, parce que comme tu dis, jusqu'alors c'était quand même très bizarre les Rockets. On a du mal à lire où ça va aller, où ça veut aller. Et entre Jabari Smith qui a vraiment montré des très belles choses, l'arrivée d'Ime Udoka, Fred VanVleet, tout ça, je sais pas. En tout cas, le début de saison risque d'être très intéressant côté Houston, clairement. Ouais. Ah ouais, tu vois, il y a quand même 5-6 joueurs qui sont très sexy que tu as envie de voir en fait. Ouais, je suis d'accord. C'est aussi qui fait le truc. Et est-ce que ça fonctionnera? Je sais pas. Est-ce que dans 2 ans, il y en aura un ou deux qui seront transférés parce qu'ils vont voir que il y en a un qui va prendre plus de place que les autres, et du coup ils vont décider de retour de lui. Enfin voilà, c'est typiquement ce qui peut arriver. Là,
de loin, tu connais pas trop. Enfin, en suivant un peu le basket, tu peux te dire que Houston, là, ils sont en laboratoire, ils font une expérience. Ça va être la sélection naturelle. Le mec Ouais. qui ressort, on gardera. L'autre, bon, bah, désolé, quoi. J'espère que Alperen Şengün fera partie des survivants à la fin. On va passer à mes joueurs à moi, tiens. Hop, les deux derniers. Je vais commencer par Keyonte George, arrière, 20 ans, 16e choix par Utah. Donc lui, il sort de Baylor. Alors, pourquoi j'ai choisi Keyonte George? C'est que je trouve que c'est un joueur extrêmement intéressant parce que Utah est une équipe dont j'ai hâte de voir l'évolution après une saison un début de saison l'an dernier tonitruant. Après, ça s'est totalement calmé, hein. Mais Lauri Markkanen, qui est tout d'un coup devenu le nouveau Karl Malone à Utah, c'était assez drôle. On l'avait pas vu venir celle-là. Et il a fait une saison absolument magnifique. Et Keyonte George, pendant la Summer League, il nous a fait 3 matchs à Las Vegas où le gars, il marchait sur l'eau. J'ai regardé ça et je me suis dit, mais c'est quoi ce joueur? Mec, t'as l'impression qu'il ratait absolument jamais rien. Bah, voilà, c'est un scoreur né, quoi. Et Ouais, ensuite, il a participé à l'autre Summer League à Salt Lake City, justement, où tout d'un coup, c'était retour sur terre. Les moyennes au tir c'était beaucoup plus basses. Il y a pas mal de sites de fans du jazz qui se sont inquiétés en se disant, oula, est-ce que c'est quel joueur en fait qu'on a entre les mains? Est-ce que c'est le mec de Las Vegas ou est-ce que c'est le mec de Salt Lake City qui potentiellement est en train de se cracher totalement, quoi? Et, et voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi? je pense que le vrai joueur, il est entre les deux. D'accord. Franchement, en fait, c'est un scoreur naturel. Ce qu'il a fait durant Las Vegas, c'est ce qu'il faisait tous les soirs avec AMG. Donc, sa prep school. Il en, D'accord. il en mettait 35 tout le temps, il prenait 10 shoots à 3 points, il en mettait Il 9. est impressionnant, hein. Il est impressionnant. Ouais, C'est ouf. c'est vraiment un scoreur naturel qui peut catch and shoot, qui peut pull up, qui est juste fou. Quand ça rentre dedans, c'est juste extraordinaire. Mais c'est aussi un joueur qui a des lacunes et qui va devoir très vite, très très vite comprendre ça et progresser parce que on l'a vu très très vite à Baylor. En fait, ses limites, on les a vues tout de suite. C'est D'accord. c'est un mec dès qu'il faut attaquer le cercle, il est un peu plus en retrait. Il a beaucoup plus de difficultés à aller au cercle. Donc peut-être que le spacing, encore une fois, NBA va l'aider là-dessus, parce que le chemin au cercle sera beaucoup plus ouvert. Donc à voir. C'est un joueur qui est pas forcément un playmaker, qui peut le faire, mais c'est pas son idée première une fois qu'il a la balle, quoi. Tu vois, c'est pas un joueur D'accord. qui va faire jouer les autres de nature première. Donc ça va être aussi à surveiller. Le handle aussi va être à surveiller, savoir est-ce que justement ce handle va être suffisant pour lui pour aller au cercle et terminer au cercle. Est-ce que défensivement, la question que moi je me pose, c'est sur qui ce gars-là peut défendre en NBA. Oui, Je tout à pense fait. que Je suis absolument d'accord avec toi. là-dessus, je pense que pour l'instant, sur personne, je suis méchant, mais voilà, si je grossis le trait sur personne, Non, parce que mais oui, ça, voilà, je suis assez d'accord avec toi, hein. Physiquement, tu le vois pas tenir la route, en fait. c'est ça, c'est un joueur d'attaque. Donc, est-ce que défensivement, il peut très bien surprendre, hein. Je pense que on ne sait pas le cadre NBA, le contexte, le fait de travailler avec un staff NBA peut le changer. Le fait d'avoir des consignes aussi particulières, peut-être que ça peut lui débloquer quelque chose aussi, hein. Il n'y a pas de. Il aura un très bon coach. Il aura un très bon coach à Utah avec Will Hardy. Ouais, Donc tu vois, voilà. faut voir comment ça prend. Mais Hmm. si si je dois présenter la volonté de George aussi, je te dis, ouais, c'est scoreur naturel, qui prend pas toujours des bons shoots, donc ça aussi, il va devoir travailler sa sélection de tir, qui a qui doit progresser sur l'attaque du cercle, en handle et la défense. Donc Ouais. tu peux te dire, ouais, ça fait beaucoup, mais bon, c'est un rookie, donc un rookie parfait, ça n'existe pas. Même Anthony Davis ou Luka Doncic avaient des lacunes, donc si voilà, après je pense qu'honnêtement le contexte Utah est plutôt propice
au travail, honnêtement. Donc je me fais pas Ouais. trop d'inquiétude. C'est pas une équipe qui va viser les playoffs tout de suite, en fait, tu vois. Oui, et ils ont besoin d'un profil comme lui, en fait. C'est ça que je trouve intéressant. En C'est plus, pour ça que je ouais, l'ai sélectionné. C'est que Utah a typiquement besoin d'un mec comme ça. Ils ont, toi, il va grosso modo, il va se battre pour les minutes avec Jordan Clarkson et Colin Sexton. Mais c'est typiquement le genre de joueur, l'espèce de dynamite offensive en sortie de banc dont Utah a besoin dans de nombreux matchs. Et je voulais d'ailleurs te soumettre une comparaison que j'ai vue sur un des sites de fans du Jazz, où il y a un rédacteur qui comparait Keyonte George à Cam Thomas des Nets. Qui est ok. réputé justement pour être un croqueur, tu vois, quelqu'un qui shoot, qui est un vrai scoreur, qui score dans toutes les positions, n'importe comment, mais qui a vraiment le sens du scoring, pas trop de la passe pour le coup. Et c'est là où on en revient à ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que il y a une grande différence entre ce qu'on te demande de faire en Summer League et ce que tu vas faire concrètement en NBA. Et il utilisait justement l'exemple de Cam Thomas en disant, bah, en Summer League, Cam Thomas, il peut te planter 40 points et là, tu te dis, mais waouh, c'est quoi ce joueur? Il est incroyable. Mais en vérité, en NBA, dans le contexte d'un effectif où il a des joueurs au-dessus de lui qui sont, qui dans la hiérarchie sont clairement devant lui, et ben il faut il a moins de tickets shoot, il faut qu'il soit plus dans un rôle bien particulier, et ce sont souvent des joueurs qui ont des difficultés à s'adapter à ça en fait, à ne pas avoir les tickets shoot en permanence et à ne pas Parce avoir la balle dans les mains en permanence. souvent, c'est des joueurs qui sont très vite étiquetés, en fait, dès le lycée, en tant qu'option numéro une, en fait. Et Oui. du coup, c'est des gamins arrivés jusqu'en NBA, n'ont jamais connu un autre rôle que celui de star. Je grossis le trait de star, hein, tu vois. Non, non, mais je te suis tout à fait. Et du coup, comme Cam Thomas, c'est des joueurs qui ont toujours eu, en gros, le green light. Tu vois, c'est un peu fait ce que tu veux, on sait que tu es le meilleur joueur de l'équipe, vas-y, joue ton jeu. Et Oui, et il a pas regardé les coéquipiers à côté, quoi. Il a pas besoin de Cam faire cet Thomas effort-là, en fait. arrive dans une équipe des Nets où bah, malheureusement il y a 3 Hall of Famer avec lui. À un moment donné, c'est bah, tais-toi et tu regardes ce qu'on fait. Quoi. C'est Tu ça, ouais. vois. Et on l'a vu dès qu'ils sont partis, ils t'ont enchaîné 4 ou 5 matchs à 40 C'est points. ça, à 40 pions, Waouh, ouais. ok. Mais là, du coup, tu vois, pour lui, ça va être intéressant de voir comment il va s'intégrer à Michael Bridges, tu vois, qui Ouais, va ouais. être l'option numéro 1. Et je pense que Keyonte George est un peu en dessous de ça. Je pense que c'est un joueur, tu vois, Baylor, il avait la balle, mais un peu moins quand même. Il y avait d'autres joueurs à côté de lui. Et je pense que la comparaison que j'aurais, ce qui est pas forcément en termes de jeu, mais c'est en termes d'impact plus. Je pense que je serais pas étonné de voir une ascension à la Donovan Mitchell, en fait, tu vois. Ah Un, ouais, un joueur qui a un impact direct sur l'équipe. Honnêtement. d'accord. Parce que tu dis, si son tir, il le met, et que justement le spacing NBA, le jeu NBA lui permet de trouver de l'efficacité au cercle, c'est un gars qui va être titulaire, qui va faire sauter Sexton en 2-2. Moi, C'est une notion, ouais. j'ai pas Je suis- d'inquiétude là-dessus. Après, ma plus grosse inquiétude, ça va être si ça se fait qu'il arrive dans le 5 assez rapidement, c'est son entente avec Lauri Markkanen. Ouais. C'est plus ça. Est-ce qu'il va bon, je pense que oui. C'est qu'il faut qu'il soit le lieutenant plus de ce gars-là, en fait. S'il veut. Mais tu vois, j'ai pas. Si tu me dis le gars il fait 25 points sur sa saison rookie, c'est haut. Hein. Je serais pas étonné qu'il le puisse. C'est super haut, ouais. Après, tu vois, après la NBA d'aujourd'hui, tout le monde claque 30 points. C'est pas faux, ouais. C'est pas Ouais, faux. mais je me dis que c'est pas déconnant. En tout Enfin, cas, avec le coaching staff d'Utah, il est entre de bonnes mains. Et je pense que si il est sérieux, parce que Baylor, ça a l'air d'être quand même un programme sérieux au niveau universitaire américain. Elle est réputée, cette école, quand même, en termes de ouais, c'est basket. plus une fac de D'accord. football. Mais basket, c'est une fac assez Parce qu'ils stricte. ont des bons éléments qui sortent de là, quand même, à chaque fois. Ouais,
c'est une fac qui est assez stricte, une fac catho. Tu vois, donc il y avait quand même des règles, surtout aux États-Unis, ils sont très pas rigoler avec ça quand même. Donc je pense qu'il a été cadré dès le début. Après, il y a des histoires de certains joueurs actuellement en NBA qui sont passés par Baylor, qui ont fait des petites bêtises à Baylor. Tu vois, ils n'arrivent pas à cadrer tout le monde. Ouais. D'accord. On va terminer le podcast avec mon petit chouchou de la Summer League, Hunter Tyson, 37e choix par les Nuggets. C'est un ailier. Il sort de Clemson. Il a 23 ans passés, donc c'est vraiment un joueur. Bah voilà, il n'y a pas d'illusion trop à se faire sur son plafond, je pense. Tu vas peut-être me dire que j'ai tort, mais voilà. En tout cas, pendant la Summer League, il a bien profité de l'absence de Peyton Watson pour briller. Il faisait partie de cette first team de la Summer League à Las Vegas avec Cam Whitmore, avec Keontae George. Il y avait aussi, j'ai marqué ça, Orlando Robinson du Heat, Sam Merrill des Cavaliers. Donc il faisait partie du gratin à Las Vegas. Il nous a fait notamment un match contre Miami où je crois qu'il plante 31 points, il rate pas un shoot, il a 11 sur 13 au tir, 7 sur 9 à 3 points. Il fait des passes, il fait des dunks, défensivement, il tient la route. C'est vraiment un joueur qui m'a impressionné pendant la Summer League. Et quand j'ai vu ça, tu sais, moi, je m'attendais aux autres, en fait, parce que les Nuggets, ils ont pris 3 joueurs. Je sais plus comment, c'est Strauther ou je sais pas quoi, le premier rookie qu'ils ont pris. Ah oui, Julian, je crois que c'est ça. Attends, je vais re-regarder. Ouais, le gars de Gonzaga, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu ces gars-là parce que voilà, je suis fan des Nuggets et j'ai hâte de voir un petit peu comment ils vont notamment remplacer Bruce Brown et tout ça. Et quand j'ai vu ce type, je me suis demandé si vraiment il était capable de gagner des minutes dans la rotation tellement il était brillant, je trouve, sur le terrain. Il m'a vraiment épaté avec son basketball IQ, tu vois. Ouais. Bah, moi, je te cache pas que c'est pas le joueur que j'ai le plus vu. Non, ouais, je me doute. Il était pas sur les tableaux de beaucoup de monde, j'ai l'impression. Ouais, après, tu vois, c'est là où tu te dis que les Nuggets sont forts. Ils vont arriver à trouver le joueur qui va pouvoir les aider tout de suite. Tu vois, un peu comme à la Christian Brown cette année, quoi. Christian Brown. Ouais, Christian Brown. Ouais, non, ça se prononce Brown apparemment, comme Bruce. C'est la même chose. Il y a eu un vrai, c'est le seul rookie qui a eu un tel impact en NBA, en fait. C'est n'importe quoi. Le mec faisait partie de la rotation des 7 joueurs des Nuggets en finale NBA quand même. Alors qu'il a fait une saison régulière qui était plutôt pauvre en termes d'efficacité sur sa présence sur le terrain. Tu vois, mais très vite ils ont compris que ce gars-là, il était son point fort, c'était défensif. On dit, ok, vas-y, viens, on va t'envoyer faire des missions défensives et tu vas courir au panier quand tu peux, quoi. Et en fait, c'est un joueur qui s'en fout d'être qui peut marquer 15 points, qu'il en marque 2, ça va pas du souci. Hein. Donc c'est des gars au mindset plus qui sont juste formidables. C'est des soldats, c'est des joueurs qu'il faut pour gagner des titres, en fait, tout simplement. Exactement, ouais. Et tu vois bien que le choix d'Hunter Tyson, c'est typiquement ça. C'est un joueur qui a de l'expérience, qui a fait tout son cursus universitaire. Donc il arrive, logiquement, il est prêt. Il a une certaine maturité dans son jeu qui fait que, si c'est possible, il va gratter quelques minutes. Alors, très clairement, hein, je m'attends plus à voir Hunter Tyson soit jouer en G-League, soit savonner cirer le banc des Nuggets. Savonner le banc, n'importe quoi. Mais voilà, je m'attends pas à grand chose non plus. Mais ça fait partie de ce genre de joueur qui, en Summer League, est capable de t'éclabousser et tout d'un coup tu te dis mais attends, mais c'est qui ce mec en fait? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'étais sur le cul en me disant mais j'ai jamais entendu parler de ce type parce que moi je m'intéresse, on va dire les 30 premiers noms, mais les seconds tours pas forcément. Et en même temps on sait tous que quelque part dans ce second tour de draft il y aura des pépites. Ouais, il y a des talents partout. Il faut juste après trouver le bon rôle, le bon. Honnêtement, moi, ce que j'ai appris en suivant la draft cette année, c'est
ces dernières années, c'est que le contexte est très très important. C'est vraiment ça qui peut faire une carrière. En fait, tu tombes dans un mauvais contexte dès le début, et bah, finalement ta carrière elle en pâtit direct, alors que finalement t'es un très bon joueur. Et Ouais. des fois, les mecs sont à un transfert d'éclabousser, tu te dis ah ouais, on avait ça entre les mains en fait. Donc là moi ce coup de foot que tu as eu avec lui, moi je l'ai eu l'année dernière avec Max Christie, où D'accord. en le voyant en Summer League, je fais waouh, il sait faire ça en fait. Parce que tu vois, à Michigan State, c'est un jeu très fermé, assez à l'ancienne. Lui, on voyait qu'il avait les outils, qu'il était très très fort défensivement. Et le gars arrive en Summer League, il commence à attaquer le cercle, à faire des tomards sur tout le monde. Tu fais waouh, comment ça, en fait, tu sais faire. Tu vois. Et Ouais. là, je sais pas si les Lakers sont de beau contexte, mais la NBA vont le bonifier. Tu vois, il fait une pré-saison juste incroyable. Donc tu vois, c'est des joueurs comme ça, tu dis comme tu fais oh, saison moyenne, tu vois qu'il y a des trucs. Tu vois là, Hunter Tyson, c'est un gars qui shoot à 40% à 3 points. Tu vois ça, tu regardes, mais qu'il a plus de 6 Mhm. par match, tu dis bon OK, le gars est un vrai shooter. Quand tu fais ça sur 6 tentatives, c'est que c'est un peu ton point fort quand même. Donc, Ouais, tout tu à vois, fait. dans un jeu comme les Nuggets savent le faire, avec un pivot majestueux comme Jokic, qui est capable de trouver quelqu'un les yeux fermés quasiment, parce que c'est tellement bien huilé. Moi, je serais pas étonné qu'il ait des minutes sur des bouts de fin de carton, tu vois. C'est comme ça, Complètement. mission sur du tir. On a besoin de 2-3 shoots à 3 points. Paf, il est trouvé dans le corner ouvert. Bingo. Tu vois, les Nuggets, en fait, c'est un climat tellement sain que si t'es sérieux, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça fait écho exactement à nos propos tout à l'heure qu'on tenait par rapport aux Rockets. Et on a d'un côté les Nuggets qui, bien évidemment, bah, viennent de gagner le titre NBA, sont sûrs de leur culture puisque ils ont leur franchise player en la personne de Nikola Jokic, ils ont leur star à ses côtés en la personne de Jamal Murray, ils ont l'ossature autour, les parfaits joueurs complémentaires de ces deux gars-là, donc ils viennent de nous le prouver. Ils sont sûrs de leur basket, ils sont sûrs de leur identité, et aujourd'hui, voilà, ils drafter un mec comme Hunter Tyson, qui, ils espèrent, je pense, peut se greffer sur quelques minutes de jeu et peut-être, dans le meilleur des cas, arrivera à craquer un peu la rotation et de devenir avoir des spot-up minutes de temps en temps sur certains matchs en saison régulière quand il y aura des absents et des blessés ou je ne sais quoi encore. Les Rockets ou même Charlotte dont on parlait tout à l'heure, ce sont des équipes qui sont encore en pleine recherche de qui ils sont, où ils vont, qu'est-ce qu'ils essayent de bâtir, et ça c'est pas encore déterminé à l'échelle de la franchise. Ils sont encore dans ce processus là, et c'est vrai que certains jeunes joueurs, quand ils arrivent, je pense, dans des équipes qui sont en pleine quête identitaire, et ben je pense que c'est très compliqué pour certains, quoi. C'est ça, il faut être fort, Ouais. fort mentalement. Et on a tendance, des fois, je trouve, à minimiser ou tu vois, à pas trop pointer du doigt cette difficulté qui, je pense, est véritable, quoi. Qui? Donc, voilà. Tu disais qui? J'ai pas entendu le nom. Non, je disais personne. Je disais juste que c'était des difficultés qu'on prenait pas forcément en compte quand on analyse les carrières de certains jeunes joueurs sur leurs 2, 3 premières années, où des fois on est là à les juger alors que, bah, ouais, comme tu disais tout à l'heure, le contexte est absolument primordial, quoi. C'est ça. Moi, j'ai pas là un exemple d'un mec qui s'est raté, qui a explosé ou inversement, mais là, peut-être, tu vois, mais il a quand même été assez bon très très vite. Un Luke Kennard, ou drafté, je crois, par Détroit à l'époque, où c'était un peu déjà le marasme à Détroit. Mais voilà, c'était Ouais. pas forcément le bon rôle. Ils savaient pas où ils allaient, truc. Il est échangé aux Clippers.
Et là, le mec, il shoot à 45% à 3 points. Il a un vrai rôle offensif. Tout à fait. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Quand des équipes savent pas trop où elles vont, que c'est pas encore très très net, du coup, des joueurs comme ça peuvent passer à la trappe et en fait te dire si, il aurait pu être intéressant quoi, ce cas-là en fait finalement. Ouais, complètement. Ouais. Yes, bah écoute, on verra ça en tout cas pour les rookies qu'on vient de citer. Je te remercie Manu de m'avoir accompagné sur ce podcast. À toi pour l'invitation. Bah ouais, et puis j'invite les auditeurs à vous suivre pour la draft 2024 sur Envergure. Voilà, votre travail est c'est comme je disais tout à l'heure, hein, c'est en introduction, vous êtes la référence et on a de la chance de vous avoir en France et c'est toujours un plaisir de découvrir votre travail. Voilà. Merci à toi. Donc on va essayer de continuer sur notre lancée. Il n'y a pas de raison. On a déjà des scouting reports sur certains joueurs là qui vont s'inscrire à la draft. Donc pour les curieux qui veulent un peu connaître les Alexandre Sarr, Ron Holland, Matas Bousselli, ce genre de joueurs, DJ Wagner, voilà, c'était des noms comme ça que j'ai en tête, où je sais qu'il y a 2-3 rapports déjà décrits sur leur fiche. Donc ça va arriver petit à petit au fil de la saison et au fil des matchs où on va voir des joueurs éclore, des joueurs qu'on n'attendait pas forcément, des joueurs comme Tyson Hunter qui sont seniors, qui disent ah ouais, en fait pas mal. et en fait si, c'est des joueurs sur lesquels il faut s'attarder parce que finalement sur des seconds tours ça peut faire la blague et ça peut, tu dis en fait si. Donc c'est des joueurs, il y en a comme des joueurs qu'on connaît un peu comme je sais plus, je crois que c'est Ty Alexander de Creighton. Voilà, c'est deux joueurs qui est junior voire senior maintenant, j'ai un doute. Mais tu sais ce qu'ils ont, tu vois. Ouais. Et c'est des joueurs qu'il faut quand même continuer de suivre parce que c'est des joueurs qui petit à petit, comme ils restent, ils prennent du grade entre guillemets et du coup ils ont un rôle qui change en fait sur l'année, sur leur saison universitaire. Donc tu vois dans un autre rôle. C'est aussi intéressant de voir ça. Donc on espère répondre aux attentes de l'audience qui est grandissante d'année en année. Et tant mieux pour vous, je suis bien content. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast NBA Corner avec Charlie pour faire les équipes à suivre la saison prochaine. Voilà, on va faire une petite sélection de nos équipes coup de cœur pour débuter la saison, celles sur lesquelles on va poser nos yeux particulièrement. Voilà, d'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end, une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À ciao, bye bye.